Bleu s'approche du temple, déguisé en pèlerin. Son crâne rasé laisse apparaître des circuits brillants qui s'enroulent autour de ses oreilles et sur sa tête. Ses yeux se doublent de lentilles oculaires. Sa bouche est une traînée d'argent irisé. Ses paupières sont encagoulées de chrome. Elle a au bout de ses doigts les touches d'une antique machine à écrire, signe de dévotion au grand dieu Ak, et ses bras sont cerclés des spires d'or, d'argent, de palladium, qui scintillent dans un éclat vif sur sa peau sombre. Vue de dessus, elle se fond dans la masse dense, impossible à distinguer des milliers de corps qui piétinent lentement en direction du temple. En puits de forage, au centre d'un vaste pavillon, accablé de soleil. Personne n'y entre. Le vénérable chaleur qui règne flétrirait leur dieu sur la vigne de silicone. Mais c'est à l'intérieur qu'elle doit aller. Bleu tapote les touches au bout de ses doigts, l'une contre l'autre, avec la précision d'un danseur. A, C, G, T, à l'envers et à l'endroit, séparés, réunis. Le rythme de leur percussion séquence une souche aérienne de programmes malveillants qu'elle cultive depuis plusieurs générations. Un organisme qui déploie les vrilles invisibles dans le réseau neutral de cette société. Inoffensif tant qu'il n'est pas activé. Elle claque des doigts. Une étincelle jaillit. Les pèlerins, les 10 000 pèlerins, s'effondrent en même temps dans un silence total, formant un immense tas orné. Elle écoute le sifflement et les claquements de circuits en surchauffe dans les cerveaux filigranés, marche paisiblement parmi les pèlerins neutralisés, dont les membres agités de spasmes forment une sorte de ressac qui clapote doucement contre ses chevilles. Bleu ne se lasse pas de songer, amusée, qu'en désactivant leur lieu sacré, en menant cette attaque, elle a elle-même fait acte de dévotion à leur dieu. Elle dispose de 10 minutes pour traverser le labyrinthe du temple. Empruntez l'échelle de service, une main au-dessus de l'autre, pour poser une paume contre le mur sombre et sec pour en suivre la ligne brisée jusqu'à son centre. Il fait froid sous terre, et plus froid encore sur sa peau nue. Plus froid à mesure qu'elle descend, sans que les frissons cessent. Au centre du labyrinthe se trouve un écran cubique qui s'allume quand Bleu s'approche. Bonjour, je suis en Akint. Chut, Siri. Je suis là pour les devinettes. Des yeux et une bouche, on ne peut qualifier cela de visage, s'anime sur l'écran, l'observant d'un regard neutre. Très bien. Comment calcule-t-on l'hypoténuse d'un triangle rectangle? Bleu penche la tête, restant complètement immobile, hormis ses doigts qui se tendent le long de son corps. Elle s'éclaircit la gorge. C'était Potoflar et tous les viscouples teufs, dont le paprède girosquait et foretait. L'écran de Siri clignote, s'emplissant de neige, puis demande « Quelles sont les 62 premières décimales de pi ?» La lèche au bord du lac est flétrie, et nul oiseau ne chante. Une poignée de parasites glisse sur le visage de Siri. Si le train A quitte Toronto à 18 heures, se dirigeant vers l'est à 100 km/h, et que le train B quitte Ottawa à 19 heures, se dirigeant vers l'est à 120 km/h, quand se croisent-ils? Voilà que déjà autour de toi le charme opère, et une chaîne silencieuse pèse sur toi. Contre ton cœur, comme ton cerveau, l'arrêt fatal est prononcé. Maintenant, flétris-toi. Un flash, Siri s'éteint. De plus, ajoute Bleu en s'avançant légèrement vers la boîte pour la placer dans un gros sac posé à côté, l'Ontario est, comme dit le prophète, dans un état proche de l'Ohio. L'écran s'éclaire de nouveau. Elle fait un pas en arrière, surprise. Des mots défilent. À mesure, ses yeux s'écarquillent. La lueur bleuâtre de l'appareil se reflète sur la peinture chromée de ses lèvres, qui s'écartent lentement pour fermer un sourire féroce. Elle fait claquer les touches une dernière fois avant de les retirer de ses doigts, comme le lustre sur sa bouche, le métal sur ses bras. Tandis qu'elle fait un pas de côté pour entrer dans la tresse,
La pile d'ornements se flétrit, rouille, s'effrite, impossible à distinguer des gravillons formant le sol de la caverne. La fouilleuse, qui arrive après son départ, identifie chaque grain. Très cher bleu. Dabadi dabada. Quelle audacieuse intrusion. Vraiment bien joué. Je n'aurais jamais imaginé que ton camp se risquerait à intervenir si loin en aval du brin 8827, avant de reconnaître ta signature. Je tremble à l'idée d'une incursion similaire de notre part, que la causalité préserve, commandante, de me déployer un jour dans l'un de vos mondes elfiques, touffus, qui bourdonnent sous les branches d'arbres antiques, débordant de fleurs, de pollens neuraux, d'abeilles rassemblant les souvenirs des yeux et de la langue. Je ne me fais aucune illusion. Je n'y arriverai pas. Tu me trouverais en un instant, m'écraserais plus vite encore. Je laisserais un sillage de pourriture dans ta verdure, même en marchant sur la pointe des pieds. J'ai la main verte, façon Tcherenkov. Je sais, la radiation Tcherenkov est, bien bleue. Mais ne laissons pas l'effet gâcher une bonne blague. Tu es discrète. J'ai à peine senti les signes de ton approche. Pour des raisons évidentes, je ne te préciserai pas en quoi ils consistent. Imagine-moi, si tu veux, accroupi au sommet d'une cage d'escalier, les genoux sous le menton, hors de vue, comptant les pas de la crème-lilieuse qui monte les marches. Tu es plutôt doué pour ça. T'ont-ils cultivé dans ce but? D'ailleurs, comment ton camp gère-t-il ce genre de choses? T'ont-ils engendré en sachant ce que tu serais? T'ont-ils entraîné? Ont-ils contrôlé les moindres pas pendant ce que j'imagine être un horrible camp de vacances, sous le regard vigilant des conseillères, inquiets qui sourient tout le temps? Ton chef t'a-t-il envoyé en mission? Avez-vous seulement des chefs ou une reine? Quelqu'un dans ta chaîne de commandement pourrait-il te vouloir du mal? Je te pose la question car nous aurions pu te piéger ici. Ce brin est un affluent majeur. Commandante pourrait y envoyer une nuée d'agents sans grand risque aux ailes. Je t'imagine en train de lire ceci, pensant que tu les aurais tous semés. Peut-être. Mais ces agents sont occupés ailleurs, et ce serait une perte de temps de les redéployer. Plutôt que d'embêter commandante avec quelque chose que je peux gérer moi-même, j'ai préféré intervenir directement. C'est plus simple pour nous deux. Bien sûr, je ne pouvais pas te laisser voler le lieu de ces pauvres gens. De ces pauvres gens. Nous n'avons pas besoin de cet endroit en particulier, mais de quelque chose qui lui ressemble. Je ne sais pas si tu peux te représenter le travail nécessaire pour reconstruire un tel paradis à partir de rien, ou même de redonner un lustre à ces décombres. Imagine en instant que tu as réussi, que tu as volé l'objet physique sur lequel repose la lente décomposition quantique du générateur de nombres aléatoires de ce brin, que cela ait provoqué une crise cryptographique, conduisant les gens à se méfier de leurs imprimantes à nourriture, que les masses se soient révoltées et que les émeutes, mettant le feu aux poudres, aient provoqué une guerre. Nous aurions dû répartir du zéro en cannibalisant d'autres brins, très certainement dans ta tresse. Et nos deux camps s'entre-déchireraient les plus belles. De plus, de cette manière, je peux te rendre la monnaie de ta pièce, pour le tour que tu m'as joué dans les catacombes, avec une petite touche personnelle. Mais je vais bientôt manquer de place. Tu aimes le 19e siècle du brin 6? Eh bien, d'après le guide de l'étiquette de la correspondance de Madame Leavitt, Londres, Gooseneck Press, brin 61, je devrais conclure en reprenant l'objet principal de ma lettre, quoi que cela signifie. Donc, acte. Ah, bleu 8. L'objectif de ta mission est dans un autre château. Câlin et bisous, rouge. PS. Le clavier est couvert d'un poison de contact à action lente. PPS. Je plaisante. Ou pas. PPPS. Je te chéris. Mais les post-scriptums sont vraiment fun. Les arbres tombent dans la forêt, bruyamment. Les membres de la horde se déplacent parmi eux.
estimant la qualité du bois, faisant voltiger leurs haches, les archets de leurs scies tirant des notes passées des troncs. 5 ans plus tôt, aucun de ces guerriers n'avait vu une telle forêt. Chez eux, il y a des bois sacrés, nommés Zunmod, ce qui signifie sans arbres, car ils considéraient que c'était le plus grand nombre de troncs qui pouvaient se trouver au même endroit. Bien plus de 100 arbres se dressent là, en si grand nombre que personne n'ose le chiffrer. Des vents froids, humides, dévalent le flanc des montagnes. Les branches s'entrechoquent telles des ailes de criquet. Les guerriers se glissent sous les ombres hérissées d'aiguilles et se mettent au travail. Les glaçons goûtent, puis cassent, tandis que les grands arbres tombent, créant des vides dans la canopée, dévoilant le ciel blanc et froid. Les guerriers préfèrent ces nuages plats à la pénombre de la forêt, mais se languissent du bleu des cieux de chez eux. Ils passent des cordes autour de troncs et les traînent dans les broussailles jusqu'à leur camp, où ils seront écorcés et aplanis pour construire les machines de guerre du Grand Khan. Une étrange évolution, jugent certains. Quand ils étaient jeunes, ils ont remporté leur première bataille avec des arcs, à dos de cheval, à 10 contre 20, 2 centaines contre 3. Puis, ils ont appris à utiliser les rivières, à abattre les murs adverses, à l'aide de grappins. Aujourd'hui, ils roulent de ville en ville, rassemblant des érudits, des prêtres et des ingénieurs, tous ceux qui savent lire et écrire, qui maîtrisent en artisanat pour leur assigner des tâches. Tu auras à manger, à boire, un endroit où te reposer, tout le confort qu'une armée mobile peut proposer. En échange, résous les problèmes posés par nos ennemis. Jadis, les cavalières se brisaient sur les fortifications, telles les vagues contre une falaise. La plupart de ces hommes n'ont jamais vu des vagues ni de falaises, mais les voyageurs colportent des histoires venues de pays lointains. Désormais, les cavalières massacrent leurs adversaires, les acculent dans leurs forts, demandent leur reddition et, en cas de refus, érigent leurs engins pour trancher le nœud urbain. Mais ces machines ont besoin de bois, et l'on envoie souvent les guerriers en volée aux fantômes. Rouge, après des jours de chevauchée, met pied à terre dans la forêt. Elle porte une épaisse tunique, grise, ceinturée de soie. Une toque en fourrure couvre ses cheveux, protégeant la tête du froid. Elle marche d'un pas lourd, le torse bombé. Elle joue ce rôle depuis au moins 10 ans. Les femmes accompagnent la horde, mais elle est un homme, désormais pour ceux qui lui donnent des ordres comme pour ceux qui obéissent aux siens. Elle fait un effort de mémorisation pour son rapport. Son souffle fume, scintille, à mesure que la glace cristallise. La chaleur de la vapeur lui manque-t-elle? Les murs et les toits lui manquent-ils? Les emplats dormants brodés dans ses membres, tissés dans sa poitrine, qui pourraient la prémunir contre ce froid. Stopper ses sensations, établir un champ de force autour de sa peau pour la protéger de cette époque où on l'a envoyée, lui manque-t-il? Pas vraiment. Elle remarque le vert profond des arbres, mesure la durée de leur chute, enregistre le blanc du ciel, la morsure du vent. Elle se souvient du nom des hommes qu'elle croise. La plupart d'entre eux sont des hommes. 10 ans d'infiltration. Elle a rejoint la horde, prouvé sa valeur et atteint la place qu'elle convoitait, qu'elle juge propice à cette guerre. Elle s'est adaptée pour atteindre son but. Les autres s'écartent-elles, craintifs et respectueux, tandis qu'elle examine les rodins entassés, à la recherche des traces de pourriture. Son roin s'ébroue, trépigne. Rouge retire ses gants et effleure le bois, morceau après morceau, cerne après cerne, estimant son âge au toucher. Elle s'arrête lorsqu'elle trouve la lettre. S'agenouille. Les autres forment un cercle autour d'elle. Qu'est-ce qui a pu la perturber ainsi? Un présage? Une malédiction? Une erreur dans leur travail de bûcheron? La lettre commence au cœur de l'arbre. Les cernes, de plus en plus fins à cet endroit, forment des symboles dans un alphabet que personne ici ne connaît à part Rouge. Les mots sont petits, parfois effacés, mais quand même, 10 ans par ligne de texte, et les lignes sont nombreuses.
cartographier les racines, dépecer ou drainer les nutriments année après année. La rédaction du message a dû prendre un siècle. Des légendes locales évoquent peut-être une fée ou une déesse de givre aperçue dans ces bois, l'espace d'un instant, avant de disparaître. Rouge se demande quelle expression elle arborait en enserrant l'aiguille. Elle mémorise le message, strie par strie, ligne par ligne, se livre à un long décompte des années écoulées. Ses yeux changent. Les hommes autour d'elle, qui la connaissent depuis une décennie, ne l'ont jamais vue ainsi. « Faut-il jeter ce rondon ?» demande l'un d'eux. Elle secoue la tête. Il doit être utilisé. Elle ne précise pas que, dans le cas contraire, quelqu'un pourrait le trouver et lire ce qu'elle a lu. Il traîne les troncs jusqu'au camp. Les fendent, les taillent, les aplanissent, les assemblent pour former des engins de guerre. 2 semaines plus tard, les planches gisent, brisées autour des murailles effondrées d'une ville toujours en train de brûler, de pleurer. Le progrès poursuit sa course effrénée, laissant un sillage sanglant. Des vautours tournent, mais ils ont déjà festoyé. La fouilleuse arpente la terre aride, traverse la cité détruite. Elle collecte les écharpes sur les carcasses machines et, tandis que le soleil se couche, les enfonce, les unes après les autres, dans ses doigts. Sa bouche s'ouvre, mais aucun son n'en sort. Montrouge parfait. Si 606, si est sans cesse, 606 épicéa, Jean-Gy aurait-il assez de bois? Tu me le diras peut-être quand tu en auras fini avec ce brin. L'idée que tu auras pu me prendre au piège, avec un brin de malice, oh ma chérie, des os pas des os, est si délicieuse que je dois m'avouer presque vaincue. Joues-tu donc toujours la sécurité, en effectuant des calculs si précis que tu peux écarter tout scénario ayant moins de 80% de chance de réussite? Quelle triste joyeuse poker tu dois faire. Mais je me dis que tu triches sûrement, et ça me réconforte. Je n'ai jamais voulu que tu me laisses gagner. Quelle idée! Je porte tes lentilles, mais imagine, s'il te plaît, à quel point mes yeux s'écarquillent en lisant ta douce interrogation sur le brin 808727. Mes supérieurs m'ont-ils envoyé ici? Ai-je des supérieurs? On soupçonne de corruption dans ma chaîne de commandement. Quelle charmante attention de ta part. Essayes-tu de me recruter, chère cochenille? Et nos 2 camps s'entre-déchireraient de plus belle? Oh mon pétale, tu dis ça comme si c'était une mauvaise chose. Il m'arrive de songer au microscope que nous sommes, toi et moi, au sein de cette guerre, dans sa globalité. Une action, une réaction égale et opposée. Mais qui était le premier, de l'œuf ou de l'ornithorynque? Nos fins ne ressemblent pas toujours à nos moyens. Assez philosophé. Laisse-moi t'apprendre ce que tu m'as appris. Parlons franchement. Tu aurais pu me tuer, mais tu l'as pas fait. Tu as agi sans informer ton agence, sans demander d'autorisation. Ta vision de la vie dans le jardin comporte suffisamment de stéréotypes stupides pour que l'on y décèle en calcul une volonté de provoquer une réaction épidermique et inconsidérée. Hilarant quand on pense au temps qu'il m'a fallu pour faire pousser ces mots, mais la pure beauté de sa formulation suggère la confession d'une véritable ignorance, d'une sincère curiosité. Oui, nous avons un miel formidable, délicieux à peine sorti de ses rayons, ou étalé sur le pain chaud avec du fromage fondu quand le jour vient à fraîchir. Ton espèce mange-t-elle encore? Tout a-t-il été réduit à des tuyaux, à une nutrition intraveineuse, à des métabolismes optimisés pour les aliments des brins les plus lointains? Dors-tu, Rouge? Rêves-tu? Dis-moi quelque chose de vrai. Oh, ne me dis rien du tout. Hommage. Bleu.